bienvenue. Nous sommes dans un épisode un peu spécial parce qu'on essaye le streaming mais en dark mode. En, en dark, comment ils appellent ça? Dark traffic ou un truc comme ça. Donc je suis Emmanuel Bernard et on enregistre l'épisode 318. Et on est le 8 novembre 2024 et je suis accompagné de Katia et de Arnaud. Hello, comment ça va? Ça va, ça va. Fallait prévenir pour que j'aille chez le coiffeur. Eh ouais, c'est ça. Et Arnaud, on t'entend pas? Pour toi, c'est facile, Arnaud. Arnaud, t'es muté ou... Je suis muté? Non, je suis Ouais, pas là muté. c'est bon. Là t'es plus muté. Je suis plus muté. Cool. Alors, et ben voilà, donc c'est un épisode normal que vous allez recevoir dans vos applications de podcast, mais on a vu qu'il y avait un certain nombre de gens qui voulaient voir les choses sur YouTube, et du coup on essaye même en live, mais en ayant juste nous. Et donc on va voir comment ça se passe tout ça. Allez, on va se lancer dans les langages d'abord, avec... Tu tousses ou tu rigoles, Katia? J'étais Ok. Donc on va se... éternuée. D'accord. On va se lancer dans les langages avec le créateur de Fernflower. Alors, vous n'êtes peut-être pas super familier avec ça, mais c'est un décompilateur très utilisé qui est à la base dessus, notamment qui est dans IntelliJ. Euh, ce créateur, en fait, est mort à la suite d'une maladie un petit peu longue, et donc les gens de JetBrains lui rendent hommage. Et les décompilateurs, à l'époque de Java 8, il y en avait qui s'appuyaient sur des patterns de bytecode. Quand il y a telle opération, telle opération, telle opération, ben en fait c'est un try-catch. Et du coup, ils décompilaient en prenant ces patterns-là et en disant, quand je vois ce pattern-là, ben, j'écris un code try-catch. Donc ça, c'était les premières générations. Et puis après, les gens qui ont développé ces trucs-là s'en sont un petit peu délaissés. Donc c'est descendu. Et puis Java 8 est arrivé avec les annotations, avec un changement dans justement le pattern de try-catch. Et ces décompilateurs, bah, ils faisaient plus le job. Et donc cette personne qui s'appelle Stever, en tout cas son nom de code, s'est mis à... Il n'était pas expert, mais il s'est mis à explorer ces choses-là, intéressé, à essayer de comprendre un peu Enfin, je crois qu'il comprenait déjà le bytecode, etc. Mais il s'est mis à construire un décompilateur avec un truc qui s'appelle un control flow graph. Donc de comprendre, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire le control flow graph. J'ai essayé de lire les articles Wikipédia, etc. Mais j'ai pas tout bien matché. Mais en tout cas, ça permet de mieux comprendre les choses et d'être plus dynamique que des pattern matching un petit peu classiques. Voilà. Donc c'est bien dommage, mais c'est vrai que je ne sais pas vous si vous avez commencé des compilations à un moment, mais on l'a vu arriver avec des comportements bien plus intéressants. Mm. Non, je suis trop jeune pour tout ça, tu sais bien. Voilà, c'est ça. Allez, on va passer aux librairies maintenant. Et la première librairie, enfin des infos, un news sur les librairies, c'est Quarkus, dans lequel on peut maintenant utiliser Jakarta Data, qui est l'équivalent des repositories au sens Spring Data. Voilà, donc c'est un petit article qui explique avec un petit projet démo. Donc je ne vais pas aller dans le détail, parce que je crois qu'on a déjà parlé de Jakarta Data. Par contre, j'ai remis... Non, je ne vous ai pas mis le lien, mais je vous rappelle qu'il y a une présentation à Devox Belgique 2024, donc enregistrée, de Jakarta Data par Gavin King, qui a écrit notamment l'implémentation pour Hibernate, ou coécrit. Voilà, qui vous donne un peu le contexte et d'où viennent les choix qui ont été faits. Voilà, donc ça c'est là depuis une ou deux versions dans Quarkus. Et puis, toujours sur Quarkus, Quarkus 3.16 est sorti avec notamment l'intégration OpenTelemetry Logging qui permet d'envoyer les logs directement dans OpenTelemetry au fil de l'eau. Donc, c'est des logs distribués. C'est en preview encore, mais c'est un petit peu l'idée. Vous utilisez ça, vous Vous avez déjà utilisé les logs distribués via OpenTelemetry? Pas de... Non, pas de mémoire. Je fais Pas de de... l'open télémétrie classique, mais
pas avec les systèmes de log Du quand coup, j'en faisais. Non. tu analyses les logs, tu les corrèles, mais en batch derrière, en fait, si vous Ouais, avez des besoins autour de ça. D'accord. ouais, c'était ça qu'on faisait nous. Ouais. Ensuite, Quarkus 3.16, le désérialiseur de Jackson, sans réflexion. On avait le sérialiseur, maintenant il y a le désérialiseur aussi. Des améliorations dans la stack de sécurité, donc je ne vais pas vous embêter avec, surtout que je ne suis pas un expert là-dessus. Il y avait cette idée de concentrer toutes les informations autour de la configuration des certificats TLS, donc le TLS Registry. Donc maintenant, le GraphQL Client et le Keycloak Admin Client utilisent cette même configuration commune. Donc on améliore les différentes extensions petit à petit. Voilà. Ensuite, il y a un truc trop bien que j'ai vraiment bien aimé, c'est dans les logs des containers Dev Services qui tournent. Maintenant, ils sont directement visibles dans la console DevUI. Et donc, DevUI, c'est vraiment votre dashboard pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans Kafka quand je fais ça? Est-ce que je vois bien le log de réception des logs? Donc ça, c'est super, super intéressant. Euh, Ah oui, et les extensions peuvent maintenant écrire leur doc en Markdown et pas que ASCII doc. Donc petit détail, mais toujours intéressant. Voilà, quelqu'un veut prendre la suite. On va parler un peu de Spring. Pas mal d'updates chez Spring. Après, il y a des articles qu'on a retrouvés qui sont un peu plus vieillots, mais dans l'ensemble, l'écosystème reste super actif. Il y a un article sur du Spring Batch, comment démarrer avec Spring Batch, donc pour pouvoir faire de la gestion de tâches dans vos applications Spring et pouvoir gérer ça en centralisé, etc. Ça, c'était un article de Sphère. Un autre article sur ce qui arrive. Donc, il y a Spring Security 6.4 qui avait pas mal amélioré, enfin, qui a changé toute la partie haute, etc. Et il y a Spring Boot 3.4. Donc, ils vont proposer. Il y a le remplacement en ce moment du web client, de l'historique web client par le REST client, qui a pour but de fournir une interface beaucoup plus unifiée pour les appels synchrones ou asynchrones quand vous faites des appels externes. Et donc, ils ont amélioré énormément la partie haute. Qui était un petit peu mise de côté jusqu'à présent et qui n'était pas très pratique à configurer. Donc, si vous avez besoin de faire de l'appel, par exemple, d'un autre service depuis votre code, maintenant, le REST client est vachement plus simple pour gérer ça. Enfin, c'est dans la prochaine version de Spring Boot, c'est ce qui arrive en 3.4. Voilà. D'autres news Spring Modulite. Si vous en avez marre des microservices et que vous avez enfin envie de refaire des gros monolithes, je le conseille pas non plus nécessairement. Après, c'est pas vraiment un monolithe. Ils essayent de combiner les deux mondes. Voilà, donc en fait, Modulite a pour but de vous fournir un juste milieu ou un plus juste milieu et d'avoir effectivement dans une même code base différents sous-systèmes, on va appeler ça comme ça, plusieurs modules, et donc de gérer un peu plus facilement la croissance d'un monolithe. Et donc là, les nouvelles versions qui viennent de sortir, la 1.3 est en RC, en release candidate, il y a la 1.2.5 et la 1.1.10 qui sont sortis. Les nouvelles versions, les nouvelles fonctionnalités de la 1.3 qui arrivent, il y a toute la partie archivage de l'event publication, donc pour pouvoir justement gérer beaucoup plus la conversation entre composants via l'event publisher. Il y a la compatibilité qui a été faite avec MariaDB et Oracle pour tout ce qui est JDBC base d'Event Publication Registry. Il y a tout ce qui est la possibilité d'externaliser les événements dans les messages de channel de Spring. Ça a été standardisé dans le framework. Et Ouais, c'est les support. trucs Spring Intégration, donc du coup, ça permet de s'intégrer à un plus gros écosystème. Voilà. Et le support des SPEL dans les annotations at externalized. Voilà. Donc, pas mal de petites améliorations. Enfin, ça vit assez bien. Ça évolue assez vite. Il rajoute pas mal de fonctionnalités pour que justement, au-delà de Spring Boot, vous ayez la capacité de créer des applications qui soient un peu plus, on va dire, maintenables dans le long terme, sans que ça devienne des usines à gaz si vous visez pas effectivement de faire
du microservice, voire du service très simple. Voilà. Donc, pas mal d'évolutions à ce niveau-là. Question, est-ce que vous Ouais. Ouais. connaissez des gens qui l'utilisent déjà et que ils ont tiré des avantages ou c'est encore trop récent pour avoir parce que je suis juste une question comme ça. Mm. Ça fait quelques années quand même, parce qu'ils ont la version 1.1, 1.2 en maintenance, et Mm. là c'est la 1.3, les nouvelles fonctionnalités dont on parlait. Moi, j'ai pas vraiment vu beaucoup d'écho, mais par contre, ça pourrait être intéressant d'avoir un crowdcast ou deux là-dessus, un petit retour d'expérience. Et puis, si vous voulez juste le faire par texte, envoyer un email sur le groupe Mm. Google Group des cascodeurs ou sur Ouais. un petit tweet, et nous on relaiera l'information. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Oui, En- Ensuite, Spring gRPC, alors c'est ça tout 01, début. là c'est zéro Ouais, un. Donc là on est, ça 0.1. c'est nouveau. Donc là, c'est Là c'est sûr qu'il nouveau. n'y a personne. Voilà, c'est tout nouveau et c'est vraiment de l'exploration. Et l'idée, c'est d'aider à faire des applications qui écoutent, enfin qui sont des endpoints gRPC explicitement, donc avec les contrats qui vont bien, etc. Et donc, si c'est un problème qui vous gratte, peut-être que vous pouvez aller voir et les aider à construire cette solution. Et ça, à partir de Spring Boot 3.3. Voilà, puis on parlait d'Open Telemetry. Donc Open Telemetry, c'est surtout le protocole qui est standardisé, qui permet à toutes les applications de tous les langages de parler la même chose, qui fait que après tous les récepteurs de traces, de logs, etc., de métriques parlent aussi le même langage et vous pouvez envoyer dans Splunk, dans Datalog, etc., etc. Et donc là, il y a un petit article sur comment intégrer Spring avec OpenTelemetry. Alors c'est vraiment basique, mais ça rappelle un peu la valeur du standard OpenTelemetry. Et du coup, si vous vous posez des petites questions, ça peut être intéressant. Voilà, et puis pareil, un article très pour le début, mais qui est comment utiliser Olama avec Spring AI. Et l'intérêt avec Olama, c'est que vous avez tous les modules Hugging Faces qui supportent, je ne sais plus quel nom de protocole, GN quelque chose là. Et donc il y en a 45 000. Bon, après, vous en avez en pratique, vous allez peut-être utiliser deux ou trois des connus, mais c'est intéressant d'avoir cette flexibilité. Je ne sais pas Microload, mais je sais que Quarkus, pareil, on a ces intégrations avec Olama avec un Dev Services notamment pour vous aider là-dessus. Alors, il y a un Spring Et Boot Starter et c'est bien pour débuter. Vas-y. vous le faites dans Quarkus. J'avoue, je suis fautif, j'ai pas regardé depuis longtemps. La partie IA, vous avez recodé aussi des intégrations vous-même, comme ils ont fait leur Spring AI, ou vous utilisez enfin des choses un peu plus classiques comme quoi, comme Longchain4j, par exemple, ou ce Ouais. genre de choses. On utilise complètement LangChain4j. D'accord. Ouais, c'est une extension en fait Ouais. de LangChain4j en Quarkus Pour aujourd'hui. Ouais. Quarkus. D'accord. Oui. Ce qu'il y a comme valeur au niveau, c'est que LangChain4j, c'est une librairie. Donc tu vois qu'il y a un moment, la notion de, tiens, je vais appeler un dev service, je vais Mhm. intégrer les bonnes configurations ensemble. Ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas ce contexte-là. Donc la stack Quarkus te Mhm. fait cette Ouais. intégration-là. Donc c'est ça D'accord. la valeur ajoutée au niveau de la dev experience avec la dev UI. C'est là où il y a de la valeur ajoutée. Mais tout en dessous, c'est 100% LangChain4j. Donc quand tu rajoutes, je sais pas moi, le support Neo4j pour faire du Ouais. graph RAG, c'est via LangChain4j. Ou alors D'accord. c'est porté et descendu avec un objectif, genre dans la version d'après ou un truc comme ça. Ok. Allez, on va passer au cloud. Il nous fera la Tout, tout, tout. petite musique de générique, ouais, c'est ça. Pour, on va Bah là, passer au cloud. on Ouais, va parler des orages là dans le cloud parce qu'il y a c'est eu, il vrai, y a ouais. eu La tempête. la tempête là, c'était chez Google. Bon, ils ont encore eu un petit raté, c'était fin octobre où ils ont encore eu une région qui est tombée en panne, donc Francfort, donc c'est pas la plus petite, hein, qui est tombée en panne pendant 12 heures sur pas mal de services qui ont été Une impactés. zone de la région physiquement Mm. impactée et après logiciellement impactée plus. Voilà. Donc une fois de plus,
Bah, c'était causé encore par un problème d'alimentation. C'est pas la première fois que ça arrive malheureusement. Dans la partie, tout ce qui a été interrompu, bah, toute la partie Compute Engine, Kubernetes, etc. Voilà, donc beaucoup d'impact pendant plus de 12 heures parce que techniquement, le temps que ça recover et que les clients reviennent, ça a pris du temps. Ils ont conseillé bien sûr de migrer les charges de travail vers d'autres zones, mais bon, bah, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas les processus qui se auto-balancent, c'est compliqué. Et c'est pas la première fois. Donc là, en ce moment, ils ont quand même enchaîné les tuiles parce que je crois qu'ils avaient eu un autre incident un peu dans le même genre. C'était avant l'été où ils avaient eu un incident assez Oui, je crois qu'on en important. avait parlé. Il On y avait avait un déjà truc parlé. à Paris ou dans le nord de l'Europe, je sais plus trop. Ouais, c'est ça. Après les feux de data center, c'était il y a un an ou deux, ou je sais plus. Là, c'était donc là ils enchaînent un peu. Et puis ils avaient perdu des données aussi en début d'année. Je sais qu'il y avait eu je sais plus, c'était pas un fonds de pension australien ou je sais plus quoi. Ah ouais, ouais, Bon, c'est en Australie, ouais, ils avaient détruit le compte. je crois il y avait des trucs de oups, on n'a pas de backup. Oups. Donc bon, Google, ouais, en ce moment, voilà, faut faire, prendre avec des pincettes. Faites attention. Il faut qu'ils se reprennent, nos amis de chez Google. Ça arrive, hein, comme tout le monde, mais voilà. Après, je pense que, enfin, nous, les échos qu'on a, évidemment, on est biaisés parce que Europe, etc. Mais je pense que c'est peut-être des zones qui, remarque, Francfort, c'est pas si jeune que ça, mais c'est des zones, disons, plus périphériques que déjà des US et le cœur. Et du coup, peut-être qu'il y a des modèles de hosting et de gestion qui sont un peu différents. C'est une bonne question. Voilà, allez, on Tout à va fait. passer au web. Dis donc, on en voit vite là. Et c'est triste d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Euh, oui, c'est la fin de la World Wide Web Foundation, créée par Tim Berners-Lee, alors je sais même plus maintenant, dans les années 80, 1793 ou un truc comme ça. ouais, 93. Donc il arrête, ils vont fermer la fondation, partant du principe qu'elle a pu l'impact et la valeur ajoutée qu'elle avait bien sûr au tout début. Et puis c'est surtout le fait que Tim, bah, lui, il veut se recentrer sur enfin, toute la partie plutôt privacy, le fait que bah, aujourd'hui dans le web, il y a de gros challenges pour gérer ses données, gérer la protection de ses données, etc. Et donc, il travaille sur un projet, j'ai découvert en lisant la news, qui s'appelle le Solid Protocol. C'est sur solidproject.org, où justement, donc, il essaye de concevoir un Internet un peu plus, on va dire, responsable au niveau de la gestion des données, de la gestion de ce que le client, enfin ce que nous on peut voilà en faire. Donc c'est très aligné avec tout ce qui est RGPD et toutes ces choses-là hein, qui bien sûr sont dans l'air du temps. Mais voilà, donc décider de se retirer, d'arrêter la fondation Waf Waf Waf, la fameuse, voilà, première des fondations sur le C'est 2009, Moi, figure-toi, ça. j'ai pas compris ce que c'est 2009. Ouais. Solid Project, hein. Enfin, j'ai pas compris personnellement, mais c'est moi qui comprends pas les choses, je C'est crois. quoi ta lecture, Mais j'ai pas compris en fait. Bah, ma compréhension du projet solide, c'est que justement, c'est d'essayer d'avoir une nouvelle, enfin de révolutionner justement la partie protocole et gestion des infos, etc., pour fournir quelque chose qui est plus, enfin où on va en gros, je l'ai compris un peu comme une sorte de nouveau P2P. C'est quoi P2P? C'est un peer-to-peer, voilà. Peer-to-peer? Mais qui justement est un peu dans la mouvance de ce qui se passe avec, vous savez, les protocoles qui sont derrière Blue Sky, c'est Blue Sky, derrière Blue Sky, etc., où il y a la capacité d'avoir des standards qui permettent d'échanger de manière structurée les informations, etc., etc. Et donc, ils se positionnent là-dessus pour justement fournir une nouvelle vision, et donc certainement à terme des nouveaux protocoles et des nouveaux moyens d'échanger l'information, mais avec une plus grande capacité pour l'utilisateur de contrôler ce qu'il gère ou ce qu'il sort comme information. Donc voilà, je l'ai compris comme ça, moi, le projet Solid Project. Ouais, alors juste, je vais le redire un peu différent de ma compréhension à moi de la fois où on l'avait lu il y a quelques mois. C'était que. Putain, ça a rebaissé le son là, faut me le dire, les gars. Oui, on t'entend très bas. J'allais dire.
C'est chiant ça. En fait, Solid, c'est ça, c'est que tes données, il y a un fournisseur de données qui peuvent être hébergés, toi, etc. Il y a des fournisseurs d'applications. Et toi, tu es au centre en disant, moi, je suis l'identité, j'ai telle donnée dans tel pod, et je décide de partager mes fichiers avec tel service. Et du coup, c'est déstructuré au sens où c'est pas Google qui a toutes tes données, ou je sais pas qui vous utilisez Mais pour toi, communiquer. c'est l'utilisateur final. Ouais, Mm. So, c'est genre, ça. Genre moi si et n'importe Toi, qui. Katia, toi, toi, Katia. Katia, tu as tes données dans un entrepôt, enfin dans des entrepôts, et tu décides exactement ce que tu mets à disposition de l'application X, Y, Z. Tu... Alors, je le comprends comme ça. Et du coup, Ouais. le solide vient dire comment il faut que ça soit pour que je puisse facilement décider. Bah, c'est un protocole qui dit, voilà, d'autorisation, de demande d'autorisation à toi en disant, est-ce que tu es OK de partager tes photos avec, je sais pas, avec Facebook, oui ou non? Voilà. Et tes photos, bah, elles sont peut-être sur ton NAS qui offre une interface solide ou un autre fournisseur qui offre une interface solide. OK? Ok. Mm. Voilà. Alors, tac, tac, tac. On en est où? On en est où? On va Patent passer fly. au patent fly, ouais. Ah oui, ça, je l'ai mis au passage comme ça, petit, je le glissais pour les développeurs React qui pourraient être intéressés à une librairie de composants open source et voir comment la librairie fonctionne, même peut-être pas pour l'utiliser, je sais pas. En tout cas, c'est une librairie des composants HTML que tu peux l'utiliser sans React, mais avec React. Et c'est une librairie qu'on utilise pour construire toutes les interfaces des projets open source qui après Red Hat sponsorise derrière. Comme ça, les interfaces sont génériques. Ils sont homogènes parmi tous les produits. Par exemple, Infinispan et Keycloak, bah, on utilise cette librairie-là pour la console web des deux projets. Et en fait, je trouve que là, il vient de sortir la version 6. Du coup, ils ont cassé un certain nombre de composants, mais globalement, il n'y a pas des gros changements, mais à l'intérieur, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, j'ai l'impression. Et du coup, c'était juste pour les gens qui sont intéressés, pour regarder cette librairie et voir comment elle est construite, dans l'optique aussi qu'à un moment donné, si tu as besoin de construire ta librairie propre à toi, pour que tes différents projets, différentes interfaces soient homogènes, bah voilà, pourra s'en inspirer aussi si ce n'est pas pour l'utiliser. C'est tout. Et je suis en plein dedans en train de la migrer, en fait, de migrer la console, c'est pour ça que je l'ai rajouté, de migrer la console de Patternfly 5 à 6 en ce moment. Super. Merci du retour. Allez, on va À passer. chaque fois que tu te mutes, j'ai l'impression qu'on t'entend après tout bas, tout bas. Ouais, ça doit être ça le bug. Effectivement. Hop, je remonte. Et j'arrête de muter du coup. Ah bah, parle tout le Euh, temps. C'est beaucoup mieux. Tu parles tout le temps. ok, c'est ça, parle tout le temps. Alors, data et intelligence artificielle, c'est parti. Et alors, j'aimerais que vous notiez, chers auditeurs et auditrices, qu'il y a le moins d'intelligence artificielle depuis des mois dans ce podcast. Alors, j'aimerais un petit applaudissement. Moi, quand j'ai commencé à mettre les news, il y avait zéro. Ensuite, ça a remonté un petit peu. Voilà, petit applaudissement. Alors, bon, TSMC arrête les ventes à un client chinois. Donc TSMC, c'est ceux qui font les processeurs probablement d'un téléphone que vous utilisez. Sauf si vous utilisez Samsung qui ont leur propre fonderie, je crois. Mais voilà, TSMC, c'est eux qui sont les plus avancés en termes de micromètres au niveau gravure. Et donc, ils font beaucoup des processeurs ARM et autres. Et TSMC, en gros, a arrêté la vente à un client chinois qui aurait revendu, sans lui avoir dit, des processeurs GPU de TSMC, un composant GPU de TSMC, à Huawei. Et Huawei, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, s'est fait éjecter du marché américain, puisque le Congrès, je crois, a banni Huawei pour raison de sécurité nationale. Non seulement, je crois qu'ils faisaient aussi
de la 5G, enfin du matériel 5G, donc en back-end, mais là aussi, aussi des téléphones. Du coup, ils ont réussi à se remonter, mais sur le marché local. Mais du coup, s'ils prennent des technologies qui sont de TSMC, ça veut dire que TSMC, en gros, qui vont aux États-Unis est en train d'enfreindre la loi américaine en donnant une technologie non autorisée à une boîte chinoise. Voilà. Du coup, bon, ils se sont aperçus qu'il y avait le processeur, donc ils ont bloqué les contrats, et puis là, je crois que c'est en train de se dépatouiller. J'ai pas fait la suite au niveau de l'analyse. Voilà. Vous aviez eu d'autres feedbacks ou plus ou... Non, mais c'est des problèmes qui vont certainement continuer encore et encore Continuer. avec les élections américaines qui viennent de Ouais. passer. Ah, d'ailleurs, Euh, je tiens à dire, on est à combien? 35 minutes d'enregistrement, on n'en avait pas parlé encore. c'est ça, c'est ça. Mais bon. Ouais, justement, moi j'allais dire que la dernière news, c'est aussi que Trump contribue maintenant au Grok. C'est le premier C'est ça. contributeur des Grok, Donc, Grok, c'est l'intelligence l'open source artificielle générateur ouais, des Gen AI. Euh, donc ça fait plaisir quand de, même de voir comment de Twitter, ouais, Trump de se met X. les mains dans les cambouis pour coder Ah bah voilà, au un moins. tout petit peu et contribuer à un projet open source. Donc il y a la beauté là-dedans aussi. Et puis, Katia, t'es contente là. Au moins, t'es sûr que tu vas Ouais. pouvoir entendre parler de Musk pendant 4 ans à temps plein parce que bah voilà, et maintenant qu'il va être élu et Moi, qu'il j'ai va déjà avoir dit il y a longtemps, j'ai voilà, déjà dit il y a longtemps ce tout que ton je amour. pensais. Donc, il y a longtemps que je le dis. Donc, voilà. Hashtag surprise. Allez, on va parler encore de bonnes nouvelles avec Microsoft et OpenAI. Vous savez, c'était le grand amour. Et puis là, c'est un petit article qui fait un petit peu. Alors, c'est beaucoup plus des petites infos en détail, mais des rumeurs qui se baladent où c'est de moins en moins l'amour et plutôt la guerre qui commence à avancer à grands pas. Donc on avait vu Sam Altman et Satya Nadella, des gros investissements de Microsoft qui a réutilisé la technologie au sein d'Azure, donc Azure AI ou Azure OpenAI, c'est beaucoup évidemment la technologie OpenAI. Et puis ça s'est tendu. Déjà quand OpenAI y avait eu le problème entre guillemets, un gros guillemets, mais de gouvernance, MS avait essayé d'aider, puis après ils avaient un peu mis une pique en disant mais de toute façon on a l'IP, on a les données, on a les processeurs, on est capable de reconstruire même si OpenAI disparaît demain. Et puis là OpenAI a sorti un compétiteur à Copilot, et c'est là où ils essaient de... Enfin, non seulement ils font ça, mais en plus ils ont fait un courtiser les clients Azure et GitHub en disant mais regardez, allez utiliser les gens, les vrais qui le font, pas le seconde main qui fait de la revente en marque blanche. Voilà, et donc ça c'est un des points. Et l'autre point, c'est que OpenAI, la valuation, je sais même plus, mais c'est une valeur hallucinante. Et en fait, c'est lié au fait que Microsoft, il arrive et il dit, bon, je prends 20% de la boîte et je vous donne, mettons, 5 milliards. Donc 5 milliards à 20% de la boîte, ça value la boîte à 20 fois non, 20%, pardon, à 5 fois ce montant-là. Mais souvent, Microsoft, ce qu'ils amènent, c'est pas forcément du cash, mais vous pouvez utiliser les ressources Azure à hauteur de 3 milliards et demi, puis on vous donne aussi 1 milliard et demi pour argent de poche. Et, euh, et du coup, je crois qu'OpenAI, ils essaient de redéfinir la valeur de ces dons en matériel et de les faire baisser pour qu'ils puissent avoir une valuation plus grande et surtout redonner des stocks à d'autres gens, d'autres investisseurs qui pourraient arriver. Donc, évidemment, bon, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont moins contents. Voilà. Ensuite, Debezium 3 est sorti avec des petites choses. Le 3, c'était l'occasion de nettoyer un peu les choses. Donc, c'est Java 17 minimum pour ce qui est connecteur et Java 21 pour le serveur. Donc, si vous utilisez le serveur, il vous faut Java 21 et plus. Pareil, l'extension Quarkus Outbox et l'opérateur, c'est Java 21. Ils ont du coup enlevé les choses qu'ils avaient dépréciées avant. Les métriques sont plus fines puisque maintenant il y a des métriques par table et non pas par base de données, en fait par connecteur. Donc ça c'est une amélioration. Et puis les améliorations autour des vecteurs data, que ce soit MySQL,
Je crois que Oracle, non, et Postgres aussi, voilà, il y a eu le support des types vecteurs. Voilà, et d'autres choses intéressantes, je vous laisse aller en détail là-dessus. Et puis, je ne sais pas si vous avez joué avec la Notebook Lama, Notebook LLM. Alors, Notebook LM, c'est la version Google qui a fait le buzz parce qu'on prenait des articles, on prend des PDF, on lui dit résume-moi ça, et ensuite fais-moi un podcast avec trois autres et génère. Donc là, ce que vous voyez là, c'est pas nous, c'est juste nos voix. C'est ça. Et apparemment, moi, j'ai pas écouté, mais ça a l'air vraiment bluffant, ça a l'air de vraiment bien marcher. Donc, bon, il y a des gens qui se sont sentis un peu menacés là-dessus. Et du coup, quelqu'un mettait un article sur une version open source de ça, en fait, en utilisant des C'est briques ça. open source. C'est ça. Donc ça, c'est la version de chez Meta, puisque c'est sur Llama. Donc une version open source. Alors, bon, ça reste certainement pas la puissance de ce qu'on arrive à faire effectivement avec la version Gemini. Mais je l'ai pas testé, hein, j'ai pas eu le temps de la tester pour le coup. Mais effectivement, voilà, ça permet de tout faire en local et d'avoir l'équivalent d'un notebook. Et c'est vrai que moi, les démos que j'ai pu voir à Devox Belgium de la version Google, oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant voilà, le fait de lui faire consommer ouais, ce qu'on fait là, hein, ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Tu lui fais consommer tes articles, tes machins, et puis tu lui dis fais-moi un résumé, pouf, 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 et puis fais-moi un podcast avec nous trois. Et puis, voilà, il fait, et c'est surtout que les voix sont très très naturelles. Les échanges verbaux, etc. sont très naturels. C'est pas comme avant avec des voix à la Alexa ou les copains d'en face où ça reste très mécanique, etc. Là, c'est vraiment des échanges. Après, on voit que oui, bien sûr, il n'y a pas de Ouais, il y a même réflexion. des intonations, quoi. Il y a des C'est-à-dire intonations, qu'on voilà, sent c'est des des gens de la vrais, tout à surprise, fait. de machin. C'est ça, c'est jouer. Il y a vraiment une notion de jouer, de jouer Putain, Katia, tu vas bientôt l'information. être remplacée hein, C'est ça. tes impros et tout. Hein. Ça va être Notebook LM maintenant. Fine. Fine. J'attends. C'est ça. J'attends. Mais bon, non, c'est impressionnant, mais oui, ça, peut-être qu'un jour, ça nous remplacera. On verra bien. C'est pas encore fait. Ouais. Mais voilà. Donc, si vous voulez en tout cas le tester donc, en local et que vous n'avez pas accès, bien sûr, enfin, que vous ne pouvez pas tester ce que fait Google, c'est dans les versions payantes, je crois, de Gemini. Mais là, il faudrait que Guillaume soit là pour confirmer. Ouais, vous pouvez tester la version Llama en local. Voilà. Avec un compte, je sais plus, il faut un compte quelque chose, mais alors, je sais plus lequel. Mais bon, voilà, vous pouvez tester. Allez, on va passer au l'outillage. Et alors, même pas n'importe quel outil, Arnaud. Je l'ai vu passer, je me suis dit, je le mets pas dans les show notes, quand même. On est en 2024, je me suis dit, oh, allez, Maven, quand même. Maven, on l'aime bien. En fait, c'est pas sur Maven lui-même, mais j'ai redécouvert ce plugin ASCII Doctor. C'est vrai que moi, j'en fais plus assez fréquemment. Et donc, il y a une nouvelle version, la 3.10, là, qui vient de sortir, la 3.1.0 qui vient de sortir, et qui vous permet soit de juste convertir classiquement des fichiers, enfin du contenu ASCII Doctor, ASCII Doc en HTML, en doc classique, soit le faire l'intégration dans le Maven Site, pour ceux qui utilisent encore le Maven Site, pour documenter leurs projets, etc. Voilà. Donc c'est juste que ça m'a fait sourire et que voilà, je l'ai partagé. Si vous faites du Maven, que vous aimez ASCII Doctor, voilà, il y a une fois de plus tout ce qu'il faut pour en faire efficacement. Ouais. Ça doit être toi aussi, GitHub Ouais, Universe. c'est Bien moi toi qui aussi. suis Donc, ça. j'évite en général de faire de la pub honteuse pour surtout des services qui sont tous payants. Mais bon, GitHub, on va bien dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de projets open source qui l'utilisent et même dans les versions gratuites, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont disponibles pour tout le monde. Donc là, il y a eu leur conférence annuelle GitHub Universe dans laquelle ils font leurs annonces produits. Bon, une fois de plus, encore plus que l'année dernière, c'était de l'IA à tous les étages. Essentiellement donc du copilote et autres. Les grosses nouveautés que j'ai retenues, alors il y en a plein, mais les grosses nouveautés, c'est bien sûr sur la partie copilote qui cette fois s'ouvre à d'autres LLM. Donc par défaut, c'était du OpenAI. Je sais même plus lequel avant. Maintenant, on a le choix entre les O1, la version mini. Enfin voilà, et donc on a un catalogue de versions de modèles OpenAI disponibles. Mais on a aussi
Claude et Gemini, et je ne sais plus lequel est déjà dispo. Ça doit être Claude qui est déjà dispo de mémoire, je me rappelle plus, je l'ai utilisé l'autre jour, je crois que ça doit être Claude qui est déjà dispo. Gemini, il n'est pas encore, mais va l'être très bientôt. Voilà, donc en gros, ils offrent dans la partie Copilot le choix du LLM à utiliser en back-end. Des nouveaux. Alors, des nouveaux. Ils avaient l'année dernière, c'était GitHub Workspaces de mémoire, je crois que c'était le nom de leur plateforme pour coder avec de l'IA et assister, etc. Cette fois, ils ont inventé GitHub Spark qui permet de créer des micro-applications directement avec la voix. Donc fais-moi une petite appli pour faire ceci. Ouais, c'est ça. Okay. Parce que moi, je parle à Siri, ça fait jamais ce que je veux. Je lui demande juste la température, tu vois. Donc, c'est je me dis que pour une application, ça va être fun. C'est ça. Non, après, ce que j'ai vu comme démo, voilà, ça reste des trucs assez simples. Il faut vraiment apprendre à demander les choses d'une manière concise et bien. Donc, pour ça, tu vas d'abord à un autre LLM pour qu'il te concrétise la demande. Après, tu lis exactement l'LLM. Voilà. Et c'est il y a toute une chaîne de LLM qui. Tu as un LLM qui prend ta voix française ou espagnole et qui la traduise en anglais propre pour qu'il puisse être compris. Exact. Exactement ça. Voilà, donc ce genre de sujet sur lequel il travaille. Copilot aussi permet de faire des revues de code, enfin, ou va permettre, je sais plus si c'est déjà activé celui-là. Donc les revues de code par Copilot. Donc en gros, au lieu de faire, enfin, en plus de faire vos reviewers de votre équipe, vos collègues, etc., vous avez un bot Copilot que vous pouvez mettre en reviewer, et c'est lui qui va faire des annotations sur votre pull request en vous disant, bah non, Manu, là t'as fait de la merde, là t'avais vu le nul pointeur, il aurait dû être là, machin, etc. Voilà. Donc ils bossent là-dessus aussi pour faire une amélioration à ce niveau-là. Et ils ont aussi ce qu'ils appellent Copilot Autofix, donc qui a pour but de, en gros, sur vos projets, de vous proposer des pull requests pour fixer, corriger des problèmes, donc essentiellement en sécurité en ce moment, et qui donc, je crois, est gratuit pour les projets open source de mémoire. Je crois que c'est ce qu'ils ont annoncé. Et donc, vous pouvez donc utiliser aussi ce service pour que vous ayez Copilot qui vous fasse des belles pull requests en vous disant, bah là, tiens, t'as un problème de sécu, il faut upgrader ça, il faut changer ci, machin, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est les grosses modifications. Et ouais, pour la partie IA, mais alors là, j'ai pas bien compris exactement comment ça fonctionne, mais dans le cadre donc là, c'est orienté pour les data analysts qui font de l'IA. Ils ont un nouveau service qui s'appelle GitHub Models, qui permet justement de travailler avec, donc d'entraîner et de gérer tous les modèles. Et donc ça, c'est un nouveau service. Je sais plus si lui est déjà au dispo, mais c'est dans les annonces qu'ils ont faites. Voilà. Et ça, donc c'est orienté pour si vous voulez créer des modèles, les entraîner, etc. dans le cadre de vos applications, tout ça. Voilà. J'avoue que ça m'intrigue positivement la review automatique, parce que de toute façon ça peut arriver, un humain qui te fait des reviews voire même très micro-locales, donc c'est pas forcément ce que tu recherches, donc à voir si c'est probablement fine-tuné, configuré, ça peut être c'est la question, savoir à quel point ça va être du bruit ou de l'utile et à comment ça va être tourné pour être efficace. Mais je sais plus si c'est déjà. Je crois que c'est pas encore dispo. Ça va être dispo. Ouais. C'est pas encore. Et sinon, moi, ça m'intrigue aussi justement pour voir comment ça peut marcher et quelles sont les choses qui peuvent sortir. Parce que chaque projet, après ça dépend du projet en fait, mais chaque projet est quand même assez particulier sur certaines choses, donc faut voir. Bah, on verra, mais en tout cas, ça m'a rappelé l'outil et la presse de Devox Belgique 2024 encore, là, avec Guillaume Smet et Georgios sur GitHub, comment écrire des GitHub applications avec Quarkus et LangChain4j. Et ce qui est intéressant, c'est pas tant, enfin c'est le framework aussi, mais c'est surtout qui donne les cas d'utilisation que eux ont rencontrés dans les pull requests de Quarkus et qu'ils ont automatisé. Donc le GitHub App, elle peut être assez simple, du genre, si vous, enfin l'exemple un peu stupide que j'utilise, c'est si vous voyez OSGI, vous fermez directement. Et après, ça peut avancer, ça peut être des choses du genre, bah tiens, quelqu'un a mis un screenshot de code, c'est un peu dommage, et si le bot, via
en l'occurrence Langchain4j est du coup un modèle qui est capable de reconnaître le texte dans les images, de extraire et de remettre ça en tant que texte dans votre flow de pull request, et ben, ça vous aide un petit peu. C'est des choses qui sont lentes à faire, un peu pénibles à faire à la main et qui vous cassent dans votre flow de perspective. Et après, il prenait un petit peu de recul en disant, bah voilà, c'est la mort par 1000 coupures de papier, comme on dit. C'est-à-dire des petites choses qui vous ralentissent et vous font jusqu'à détester votre job. Voilà. Allez, on va passer à la méthodologie avec nos amis de IntelliJ qui ont fait un blog sur les blogs des programmeurs expérimentés en Java. Alors, Ouais, il n'y a pas Guillaume Laforge, hein. il n'y a pas Guillaume Laforge. Et ça Voilà. pourrait parce il Alors est qu'on pas le mal cite à activé. chaque fois dans notre Ouais. c'est les news de ces articles, c'est toujours là, et là, il n'y est pas. C'est ce qui se passe. Ouais. Donc, Mais moi, je c'est suis pas toujours c'est un forcément. peu les mêmes hein, que d'habitude, non? Moi, ça m'a fait plaisir de voir Oui. Trisha et Oli, et Holly Cummins, toutes les deux, Trisha Guy et Holly Cummins, évidemment. Mm, mm. Mais sinon, c'est pas non plus C'est pas des grosses. révolutionnaire, mais pour moi, c'est Ouais. si vous dites, ah tiens, j'ai envie d'un peu plus d'infos, Java, un peu plus de bande passante, et ben voilà, déjà vous installez un lecteur RSS, ça serait pas mal, et puis du coup, vous pouvez aller régulièrement voir ces news-là pour monter en compétences ou des choses comme ça. À Voilà, c'est l'ancienne, casual, hein. quoi. À l'ancienne, ouais. À l'ancienne, tu demandes pas à ChatGPT. Et puis, Keycloak, c'est marrant ça, Keycloak, ils étaient passés aux versions majeures, un peu comme Google Chrome, là. Donc là, ils sont à la version 26. Et en fait, ils se sont aperçus, c'est que les gens, ça les énervait parce qu'ils savaient pas, quand ils passaient de la version 23 à 24, est-ce que je vais tout péter? Parce qu'il y avait mélangé, évidemment, les failles de sécurité et les nouvelles fonctionnalités, des fois des changements d'API ou de contrat ou de sémantique. Du coup, ils reviennent en arrière et ils définissent la notion de. Enfin, ils utilisent le semantic versioning, mais en utilisant du coup la notion de mineur. Et ils vont définir, je crois, plusieurs mineurs par an et un mineur tous les 18 mois, ou je sais plus le détail. Mais c'est marrant de voir un peu ce retour de balancier sur vite. Tout ça, c'est du marketing. Il faut des versions, voir l'année, etc. Et revenir en arrière un petit peu avec des micros, enfin, des mineurs, voire des micros dans les numéros de version. C'est intéressant parce que je sais que moi, c'est un truc qui m'a toujours fait pester à l'époque de Jenkins, puisque bon, j'avais pas mal bossé dessus, et c'est vrai que tout était un peu mineur, enfin, sauf en dehors des Jenkins, LTS. c'est 1.2360 Voilà, c'est ça. Donc on en pour ceux était qui à savent pas. voilà, on était fini à 1.600. Je sais plus à combien c'est fini là, 1 point quelque chose, 1.600 quelque chose. Et puis là, la 2, elle doit en être à 2 points, je sais plus, 300, 400. Euh, mais c'est vrai que cette notion, ce que tu disais de faire passer l'information à l'utilisateur via le versionning, et donc d'avoir cette notion de majeur, mineur, bug fix, etc. C'est un exercice très difficile pour l'équipe de développement. Enfin, tous ceux qui font du logiciel savent que c'est toujours très difficile d'estimer l'impact de certains changements des fois. Mais pourtant, c'est vrai que j'ai toujours senti que c'était une facilité, que les gens s'étaient dit, plus se faire chier avec ça, on va mettre l'année, on va mettre une version 1, 2, 3, 4, 5, 22. Bah ouais, mais en fait, si on se met à la place des utilisateurs, ça les aide pas. Ça les aide pas justement, comme tu disais, à comprendre bah, c'est quoi l'impact d'upgrader. Et quand on essaye d'automatiser, parce que tout le monde doit utiliser des bots à la Renovate, comment tu appelles ça, Renovate des Pandabot, etc. pour standardiser, simplifier la mise à jour de certaines librairies. Bah, pas avoir cette notion via le versionning qui nous dit bah, quel type de changement je dois m'attendre, bah, ça rend le processus d'upgrade super compliqué. Et on sait déjà que c'est déjà un des processus qui est souvent le plus difficile et le rarement fait, hein, le nombre de produits ou d'endroits où on fait pas régulièrement les mises à jour parce que ça coûte cher pour une valeur ajoutée qui est pas toujours déterministe. Bah, voilà, de faire du bruit en cachant un peu l'information, c'est compliqué. Donc ouais, c'est Mm. intéressant de voir qu'ils reviennent en arrière. J'attends de voir s'ils feront la même chose chez des Spring ou chez d'autres qui ont suivi aussi ce mouvement, cette mouvance il y a 1 an ou 2, je sais plus, pour se dire bah ouais, mais finalement ça fait juste
ça casse les pieds à tout le monde de ne pas avoir une info plus concrète dans la version. Ouais. Après, ça dépend si c'est genre amélioration et intégration en continu, à la Quarkus par exemple, parce que tu en as une tous les mois, donc tu te fais un petit changement tous les mois versus j'attends 2 ans, 3 ans. Et puis évidemment, quand tu mets un fork avec des versions mineures et des versions majeures, bah, c'est 2 fois plus tout l'overhead est x2 pour les équipes. Donc c'est toujours Ça. l'équilibre. Le problème, il est souvent là, c'est que derrière, tu as des équipes qui vont maintenir les versions pro, les machins, etc. Donc eux, Ouais. ils n'ont pas envie d'avoir 3 milliards de versions et de déclinaisons. Mais c'est vrai que ouais, pour l'utilisateur lambda, même s'il y a une release tous les mois, c'est pas parce qu'il y a une release tous les mois d'un Quarkus ou d'un Spring, etc., que les gens vont suivre et qu'ils vont être capables de faire les mises à jour. Et pourtant, tout le monde sait que si tu fais tes mises à jour régulièrement, ça sera moins douloureux. Mais dans les réalités, on sait très bien que ce genre d'activité, pour le prioriser dans les projets, c'est souvent compliqué. Hein, quand on va vendre au chef de projet pour lui dire bon, bah là, il me faut 3 jours pour upgrader Spring Boot ou Quarkus, etc. Généralement, ils sont vachement pas ouverts à la suggestion. Oh, Ouais. est-ce que c'est critique? Bon, non. Bah ok, bah alors Il non. faut dire oui, il faut Voilà. dire oui, les gens. C'est ça, c'est ça. Mais clairement, hein, les gens, c'est une gestion de risque et ça, c'est Ouais. compliqué hein, toujours de se dire est-ce que je prends le risque de ne pas upgrader et Ouais. qu'effectivement je gagne ce temps-là, sachant qu'effectivement ça te coûtera 10 fois plus cher en déportant l'upgrade de plusieurs mois ou de plusieurs trimestres. Donc c'est un sujet compliqué. Allez, on va passer à la sécurité, vu que tu m'as offert une transition idéale. Avec un exemple d'attaque de Secure Supply Chain, alors que je pense, enfin, qui est théorique au sens où elle n'a pas été exploitée, en tout cas chez Quarkus. Et après, j'ai vu un article où GitHub recommande en fait le même pattern. Du coup, en fait, c'est une type d'attaque possible avec GitHub et les GitHub Actions. Donc, regardez bien ça. Donc, on va prendre l'exemple de Quarkus, mais c'est vraiment générique à tous les gens qui, en gros, permettent à une pull request de quelqu'un de tourner dans leur GitHub Workflow, d'exécuter du code de la pull request jusqu'à la publication des artefacts. Comment dire en français? Je sais plus. Et donc dans le Quarkiverse où il y a plusieurs auteurs donc c'est pas Quarkus Core, mais dans le Quarkiverse où il y a plusieurs auteurs divers de diverses extensions, les choses sont beaucoup automatisées pour que des contributeurs occasionnels puissent quand même être efficaces et que ça leur dise pas bon attends il faut que je fasse la release, ça va me prendre 2 jours, etc. Et donc quand ils font une pull request, ils peuvent dire je veux réaliser, donc ils mettent à jour le numéro de la nouvelle version, ils appuient et ça détecte ça passe les tests, ça génère les artefacts, ça les publie sur Maven Central et j'oublie un des trucs, ça les signe, etc. etc. Et en fait, les secrets sont protégés parce qu'ils ne sont pas accessibles de la personne qui fait la pull request, ils sont accessibles uniquement de l'organisation. Et en fait, ces secrets, ils sont partagés par toute l'organisation puisque y a pas mal d'extensions qui sont exprimées là-dedans. Et c'est là où ça commence à être problématique parce que ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a 2 étapes. La première, c'est je valide que le code est correct et du coup, j'exécute du code, y compris peu importe ce que vous écrivez dans votre code JUnit, du coup, vous pouvez faire n'importe quoi. Et après, j'ai toute la phase de publication des artefacts. Et la façon dont les secrets sont partagés dans GitHub Actions, c'est que c'est injecté en variable d'environnement, en tout cas c'est une des options au moins. Et cette variable d'environnement, évidemment, elle est lisible. Votre process Java, il peut aller dire, donne-moi la variable d'environnement, secret, don't tell me anything. Et du coup, le code qui a été proposé par une pull request pourrait lire ce secret-là, l'envoyer à quelqu'un qui, du coup, aurait les secrets pour pouvoir faire ce qui est fait à la suite. Et ce qui est fait à la suite, c'est signer les artefacts et les publier sur Maven Central ou peu importe où est-ce que vous publiez. Du coup, la solution, c'est de séparer ces 2 process-là. Donc, il y a une étape de validation que le code est valide et de génération des artefacts et une autre étape de récupération de ces artefacts, vérifier qu'ils sont corrects, les signer et les publier. Et cette deuxième pull request, elle est
Elle est uniquement accessible de manière automatisée. Elle est pas et elle exécute zéro code qui vient d'une contribution. Du coup, ça sécurise l'approche. Voilà, je sais pas si. Alors, c'est peut-être plutôt pour les gens qui ont des interfaces publiques, mais on peut imaginer des attaques en interne qui utilisent les mêmes approches. Du coup, c'est des choses à suivre. Et évidemment, on parle de GitHub, mais j'imagine qu'on Jenkins pourrait avoir le même type de problématiques potentielles. La ségrégation des secrets, des accès, etc., c'est toujours très compliqué dans les systèmes de CI. Et c'est clair que c'est une faille énorme, comme tu le dis, de cette capacité de détourner un workflow et d'exécuter via une pull request, par exemple, un système de publication. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en place des ségrégations quand c'est possible sur les secrets. Vous pouvez utiliser soit des notions, je pense par exemple aux environnements dans GitHub pour pouvoir séparer les secrets de prod des secrets de PR ou des choses comme ça pour être sûr que vous exposez pas tout à n'importe qui. Et donc justement essayer de ne pas exposer de secrets via l'organisation level. Mais ce qui est compliqué, parce qu'effectivement, on a juste envie de ne pas dupliquer le secrets dans chaque repo, dans chaque environnement, dans chaque machin. Mais voilà, c'est des choses que là, nous, c'est ce qu'on fait en interne dans ma boîte pour justement avoir ça qui est géré via des secrets dans Vault, etc. En fonction de si tu es sur une pull request, si tu es sur une branche master, etc. etc. Et surtout protéger aussi le système de publication d'artefacts parce que c'est quand même lui qui est le plus dangereux. Dès que quelque chose est publié, si les gens peuvent le consommer, c'est dangereux. Moi, je sais qu'à l'époque, j'utilisais beaucoup le système de staging de Nexus pour m'assurer qu'il y avait une étape supplémentaire de validation de la release. Donc la release était faite potentiellement en automatique, mais par contre, il fallait avoir accès et les droits de valider la release dans le Nexus, et je crois qu'Artifactory a un truc similaire, pour valider les artefacts. Ouais, mais tout ça, ça, c'est choses... C'est le mec qui fait le red tape, quoi. C'est toi qui vas cliquer. Donc ça, effectivement, tu vas pouvoir sentir qu'il y a un truc qui va bien, mais c'est 10 minutes supplémentaires. C'est ça. Si t'es pas là, ça décale. Exactement, c'est ça qu'il faut savoir évaluer. C'est quoi la fréquence des releases, c'est quoi le besoin, est-ce que c'est vraiment possible de le faire en manuel ou pas. Et sinon, quand tu peux pas, bah oui, il faut avoir ces systèmes où tu vas contrôler les sources d'exécution, les sources de construction, les secrets qui sont utilisés pour t'assurer qu'il n'y ait qu'un seul chemin qui puisse être pris pour que ça arrive sur les binaires, sur l'entrepôt. Mais ouais, c'est des vrais sujets. Et la partie partage des secrets, c'est très très compliqué dans toutes les CI. Et c'est quelque chose à vraiment vraiment faire très très attention. C'est très facile dès que vous avez accès de toute façon à une exécution, un système d'exécution dans la CI. En théorie, vous pouvez facilement accéder à tous les secrets qui sont dans le contexte en question. Et à partir de ce moment-là, même si souvent les systèmes de CI vont protéger juste la lecture du secret via les logs ou des trucs comme ça, pour au moins qu'il n'y ait pas d'exfiltration de secrets comme ça, vous pouvez facilement utiliser pour des tâches spécifiques. Par exemple, ce qu'on fait dans Jenkins, par exemple, tu peux pas, enfin on peut configurer Jenkins, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire comme ça, mais tu peux pas dans les pull requests modifier les workflows. Par exemple, enfin, tu peux configurer pour dire ou alors il faut être développeur du projet pour avoir l'accès à ingérer une modification de workflow parce que par exemple tu pourrais aller taper des secrets que tu n'as pas besoin et faire des choses malveillantes. Chez GitHub, je crois qu'il y a un système aussi pareil, je ne sais plus lequel. Mais ouais. Tiens, attends juste parce que bon, allez, on fait ça bien. Mais en fait ça sert à rien parce qu'il y a la news d'après. Eh ben, en fait, c'est ça que j'allais dire exactement. Et alors c'est quoi la news d'après? Ouais, les gens qui utilisent Okta, ils sont bien. Ils sont bien. Bon. Parce que si tu as, du coup, si j'ai bien compris, donc on n'a pas besoin de mot de passe si on a un identifiant qui est en langue. C'est-à-dire, au lieu d'être Caresti, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, blablabla, en langue. Je peux me connecter sans mot de passe. C'est bien ça? C'est ça. Dans le Okta Trust. L'idée, elle est là. Bon, c'est un peu plus complexe que ça. Heureusement, oui, c'est un peu plus complexe que ça. Oui.
Donc déjà, c'est uniquement dans le cadre de l'utilisation d'un back-end AD et LDAP où on utilise donc Octa en intermédiaire, qu'on a bien sûr donc pas de MFA parce que si tu as un MFA, bon, bah, de toute façon, t'es protégé par le MFA. Mais effectivement, dans le cadre où tu as un login qui dépasse les 52 caractères, la validation du mot de passe ne se faisait plus, question d'entropie et d'autres bêtises dans le genre. Et donc, obligatoirement, tu passais l'authentification avec n'importe quel mot de passe. Tu mettais ce que tu voulais, de toute façon, si ton username était plus de 52. Et alors, il fallait que ce soit dans le cache, c'est-à-dire que c'était aussi une notion de cache, puisqu'ils vont cacher les authorisations, etc., pour justement pas surcharger l'AD ou le LDAP derrière. Donc, si tu as quelqu'un qui s'était logué avec ton compte, avec le bon mot de passe une première fois, que ça avait été caché, etc., les accès suivants, ils passaient tous avec n'importe quel mot de passe, tu passais le contrôle. Voilà. Et donc, ça a été quelque chose Ça, qui c'est était le genre de choquant. bug, je vais reconnaître que ça, c'est le genre de bug que moi, j'aurais pu faire. Genre vraiment, moi, je me sens D'ailleurs, reconnue. Je me sens va vérifier reconnue les de ces gens. Donc, contributions heureusement, Octa. je ne bosse pas dans la sécurité. C'est pas voilà, ce n'est pas du tout ma tasse d'été parce que c'est le genre de truc que je vois bien. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Donc, Ouais. Et une fois ne de plus, m'embauchez pas pour ça, ouais. on dira ce qu'on veut, mais une fois de plus, c'est un problème de cache. Et les problèmes de cache, c'est toujours l'enfer. Voilà, c'est gérer des caches et les gérer proprement, c'est compliqué. Ouais. Encore plus quand c'est de la sécu. Et d'ailleurs, tu le vois dans les... Enfin, à part si t'es full-time dessus, maintenant, les protocoles de sécurité, OAuth 2, etc., on les a vus. T'avais un truc simple. Au début, t'avais un truc simple, t'envoyais un mot de passe. Le mec, il regardait dans sa base de données si c'était le même mot de passe, et puis il disait OK. Donc ça, c'était avant. Ensuite, on a mis HTTPS. Ensuite, on s'est dit, ouais, passer les mots de passe, c'est pas cool. Donc, ensuite, tu mets un token. Après, le token, ah ouais, mais comment on fait pour l'invalider? Et puis, si le machin, il est au milieu, il peut attaquer. Et du coup, les protocoles se sont complexifiés, mais Ouais, c'est c'est incroyable. pas, c'est vraiment, ouais, c'est un gros morceau, quoi. C'est pas du tout, Et, enfin, voilà. la sécurité, c'est pas du tout bien tout faire et bien. Ouais, c'est pour ça, c'est des produits c'est des produits et oui, des compétences qui sont particulièrement importantes en fait et particulièrement importantes à avoir et à investir dessus. Voilà. Ouais. Donc ça Et je vous arrive, recommande ça d'ailleurs marche. là-dessus, Julien Topsu en général a une belle façon de présenter ses protocoles et leurs évolutions. Donc pour vous rafraîchir la mémoire une fois par an, ça peut être intéressant d'aller voir. Ouais. Je crois que c'est un Devox il y a 2 ans ou 3 ans en France où il a fait une presse là-dessus. Ça. Mais voilà, donc ça a duré 3 mois quand même. À la faille, elle a été ouverte pendant 3 mois chez Octa. Donc si en tout cas vous utilisez Octa, vous avez un back-end AD, LDAP, donc de l'Octa Cloud, ou pas d'ailleurs, je sais pas. Enfin le cloud c'est sûr c'était les 3 mois, les autres je sais plus. Eux ils ont une version. Non, eux ils ont pas de version on-prem. Je crois que c'est que en ligne Octa. Ouais. Ouais, c'est ça. Octa, c'est que en ligne. C'est l'autre qu'ils ont racheté ou qui était en prémisse. Donc, ouais, donc pendant 3 mois, donc allez checker vos accès si vous avez des usernames de plus de 52 caractères. Mais attends, Arnaud, parce que même si tu corriges ça, t'es encore dans la merde parce qu'il y a la 3e nouvelle. Ouais. Donc, celle-là, elle avait été. Alors, elle a été drôle. Elle n'a pas fait rire quand même pas mal de monde. J'ai oublié de noter la date, mais c'était fin septembre, je crois, quelque chose comme ça. Branle-bas combat dans toute la tech, avec l'annonce d'une potentielle faille de sécurité estimée à 9,9 sur 10 en score CVSS, donc genre c'est la fin du monde. Sur les systèmes Linux, donc au niveau proche, kernel, etc. À l'époque, on n'en savait rien, enfin, on savait pas exactement ce que c'était, mais on savait juste que, attention, il y a une 9.9 qui traîne sur Linux, ça va toucher tout le monde entier, et c'est la catastrophe. Donc ça y est, on sait ce qu'il en est et d'où ça vient. C'est effectivement, ça impacte techniquement, ou ça peut impacter techniquement tous les systèmes Linux, puisqu'on parle du support de CUPS, donc le système d'impression de Linux, des machines Linux. Et macOS avant, mais je crois que c'est plus CUPS. Ouais, je crois qu'ils ont eu le bon flair, ils l'ont viré.
En plus, macOS à l'époque, c'était genre, bon, c'est COPS 2016, mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'une nouvelle version. C'est Donc, bref, il y exactement avait. ça. C'est exactement ça. Donc c'est Cups qui est impacté. Alors une fois de plus, bon déjà faut avoir Cups, faut l'avoir d'activer en mode serveur avec donc c'est le serveur le Cups browsed, Le navigateur, ouais. Parce qu'en le fait, il y a une navigateur, voilà, interface graphique c'est ça. web qui vous permet de C'est ça. sélectionner les imprimantes, etc., Voir etc. les jobs, les machins, etc. Donc, il faut que ça soit ouvert, il faut que le port soit 631 ODP soit ouvert, etc. Donc, au final, bon, c'est moins grave que prévu parce que des systèmes non sécurisés qui laisseraient CUPS d'activer quand ils font pas d'impression, qui laisseraient le port 631 ouvert avec CUPS d'activer quand il n'y a pas d'impression, etc. Bon, ça concerne finalement beaucoup moins de monde que l'ensemble de la Terre entière qui fait du Linux. Mais je pense que c'était un bon reminder, une belle secousse dans la truc Linux pour se dire, ah, des fois, on Ah, se sent en sécurité parce que Linux, bon voilà, ça reste sécure par ouais. défaut et on se sent tout piteux quand on se dit, ah ouais, mais on aurait pu faire tomber la tech entière juste via la partie impression. Bah, il n'y Après, a pas si. je tiens à dire un truc, en fait, la moralité de cette histoire, c'est que il faut arrêter d'imprimer et être écolo. Voilà, Exactement. c'est ça la moralité. Je Mais l'achète. d'ailleurs, en même temps, COPS aide, hein, parce que donc à Red Hat, jusqu'il n'y a pas si longtemps, il y avait cette interface-là sur un certain nombre de serveurs régionaux. Du coup, on pouvait, j'imagine, faire cette attaque-là. Mais bon, moi, j'arrivais jamais à configurer le COPS, du coup, j'imprimais pas. Donc, je faisais comme Katia, j'étais colo Fais des par, économies. par Et comme ça, tu es en sécurité, t'as vu? subition, subitement, C'est sûr. subitabilité. Enfin, je subissais, quoi. Allez, on va passer à la loi sécurité et organisation avec la première version de la définition de ce que l'open source, l'intelligence artificielle open source par nos amis de l'Open Source Initiative. Donc je crois qu'on en avait déjà parlé, c'était en mode draft, mais ils ont clarifié du coup les critères pour qu'un modèle soit considéré comme open source. Accès, alors je sais pas si c'est accès complet aux données de formation, mais accès complet à la trace, à la source des données de formation, savoir que les données viennent de là, telle version, pointer, même si c'est des sources payantes, de dire bah, c'est avec tel fournisseur que j'ai eu les informations. Accès au code source et accès aux paramètres d'entraînement pour pouvoir, de manière raisonnable pour quelqu'un, reconstruire le modèle. Raisonnable au sens, bah, tu es prêt à payer pour les données, tu es prêt à avoir l'argent pour tes processeurs, etc., etc. Et donc, bon, bah, la plupart des modèles ne sont pas vraiment open source dans cette définition-là, notamment Llama, il est ouvert, mais on ne sait pas d'où viennent les sources, notamment. Je crois que les gens d'IBM, pardon, avec Granite, dont la version 3 est sortie là il n'y a pas très longtemps, sont probablement ce qui se rapproche le plus de ça, parce qu'ils pointent vers les sources de mémoire. Euh, voilà, donc voilà, Stability AI, etc., bah, ils ne respectent pas ces critères, notamment sur leurs sources, comme on disait. Euh, Oui, juste si vous voulez un peu le détail sur qu'est-ce que ça veut dire l'accès aux sources, justement, et la définition, elle définit très précisément ce que ça veut dire. Est-ce que c'est effectivement accès aux sources ou les bons pointeurs pour pouvoir reproduire, en fait. Voilà. Et je crois que la Linux Foundation avait fait un truc autour de la définition de l'open source IA aussi. Donc tout ça, ça continue de bouillonner. Et puis, on a l'open source washing, Arnaud. C'était pas le mien, celui d'article. Ah bon? Ok. Ouais, c'est Euh, peut-être moi, je sais mais plus. Ouais, mais ouais, c'est un article d'opinion Ouais. sur ce que c'est c'est- l'open source dans le contexte, justement, oui, de LLM, quoi. Et justement, oui, il démarre un peu en parlant de est-ce que tu crois vraiment que Llama 3 est open source? Ça, si tu crois ça, cet article est pour toi. Et, Ouais. et voilà, donc je te laisse la main, Arnaud, pardon.
Bah, effectivement, sur cet article, ils reprennent le pourquoi la définition de l'open source est importante. Aujourd'hui, beaucoup de gens se targuent de faire de l'open source et encore plus maintenant à la mode IA. Là où aujourd'hui, bah, en fait, ça perd de son sens au fur et à mesure. On le voit de plus en plus entre ceux qui qui mettent du code en public mais qui est pas open source, entre bah, justement les IA elles-mêmes qui et s'entraînent sur des choses qu'elles vont pas partager, etc., etc. Donc l'article il est sur ce point de remettre un peu de la clarté sur ce besoin de définir qu'est-ce que c'est que l'open source, encore plus dans un monde où l'IA est de plus en plus omniprésente, où elle génère de plus en plus de choses. On finit par ne plus voir qu'est-ce qui est utilisable, libre, pas libre. C'était déjà compliqué avec du code écrit par des humains, où on voyait régulièrement des problématiques de copyright, vous vous rappelez de tout ce qui était aussi les histoires sur les API, les droits sur les API et toutes ces choses-là. Maintenant, avec l'IA qui rend tout ça bah, encore plus, qui prend une vitesse énorme à régénérer du code et dont on ne sait plus rien, bah, toutes ces problématiques-là sont encore plus omniprésentes. Est-ce que l'on a le droit d'utiliser tous ces systèmes, toutes ces choses qui sont créées Voilà, beaucoup de questions là-dessus. Après moi, ce qui m'a frappé aussi dans l'article est que justement, on est passé vraiment de je le savais pas, hein, moi j'étais très, très jeune à cette époque. Je savais même pas ce que c'était vraiment l'open source à cette époque-là. C'était en 2000, donc en 2001, dans lesquels il y avait bah, Steve Ballmer qui avait dit Linux is a cancer. Genre que l'open source était la vermine en fait. Et aujourd'hui, on est en 2024 ou en 2025, et en fait, c'est tout le contraire. C'est vraiment dire que c'est open source, ça, c'est cool quoi. C'est plutôt une valeur ajoutée en fait. Et voilà. Et du coup, ça me frappe aussi. Bah voilà, comment les choses ont changé depuis les années 2000 jusqu'au aujourd'hui. Et puis après, il parle justement, il cite aussi Granit comme un LLM réellement open source sous la licence Apache 2. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est une donnée dans l'article d'opinion. Ouais. Allez, on va passer à la suite avec la rubrique débutant et un petit retour sur les fondamentaux de REST. Alors pour ceux qui n'ont connu que REST, sachez qu'avant on avait juste HTTP. Ensuite on s'est mis à mettre des protocoles avec de l'XML dedans qui ressemblait à du RPC au-dessus de HTTP, mais HTTP en tant que tuyau. Ça s'appelait SOAP, S-O-A-P, Service Oriented Architecture Protocol. Ah, Il y c'était en a pas le une savon. pléthora, des WS, des Web Service Star, il y en a il y en a une grosse dizaine, voire plus. Et c'était très lourd. Il y avait même des machines qu'on pouvait installer pour faire du SOAP proxying et tout le tralala. Et donc en réaction à ça, un thésard qui s'appelle Roy Fielding avait créé, qui était retourné aux fondamentaux du protocole HTTP et avait dit, ben non, on peut faire des API avec juste les primitives HTTP et voilà comment on fait et voilà comment on fait pas. Donc la notion d'URL était importante, la notion de verbe, le get, put, post, delete et un qui est peu connu mais qui s'appelle patch. Qu'on peut passer par-dessus du JSON, c'est le truc que tout le monde connaît, mais c'est pas le seul protocole. On peut passer du XML et d'autres choses autour. Et un point important, c'est qu'il n'y a pas d'état qui est conservé en termes d'interaction. C'est-à-dire que si je fais une interaction, il n'y a pas au niveau protocolaire, en tout cas, un état qui dit il a commencé interaction 1 et quand il revient, c'est la suite de l'interaction 1. En fait, là, il y a une notion de stateless, enfin d'absence d'état, en tout cas, au niveau d'interaction protocolaire. Après, vous avez peut-être une machine à état derrière dans le serveur, mais c'est plus votre problème. Voilà, donc c'est Sphere.
Sphère qui nous fait une petite définition de REST. Donc, pareil, ça va pas non plus dans des gros détails, mais c'est un bon moyen de vous rappeler ou de vous clarifier. Mais qu'est-ce que je fais quand je fais du REST exactement? Donc voilà. Et puis, on va faire la série Ask Me Anything. Ah, Et yes. il y avait une question sur Git que j'avais bien Exactement, aimé. exactement. Donc on l'a. Attends, je vais juste chercher qu'on la perd pas. Est-ce que tu l'as sous la main ou pas, Manu? Je peux essayer de me Attends, rappeler je où l'ai, je je l'ai l'ai. Ah, mis. je l'ai ici. Ok. Donc oui, on avait Morgane de Montréal qui nous a envoyé une question technique. Il y a, je sais pas quand, en fait, ça fait un moment en fait. C'est une des questions qui a été envoyée. Il y a un moment qu'on n'a pas eu le temps de répondre parce qu'on voulait quand même que Arnaud soit là pour, je crois. Ou je sais pas si c'est une autre qu'on voulait qu'Arnaud soit là aussi. Bon, bref, on s'en fout. Mais du coup, à Morgane qui nous envoie comment faire cohabiter plusieurs repos Git. Et donc, il explique. Donc, je m'explique. Dans mon entreprise, nous utilisons notre dépôt Git avec Bitbucket configuré pour notre dépôt d'entreprise. Lorsque je souhaite contribuer à un projet open source, je suis obligé de modifier ma config globale Git, donc mon nom d'utilisateur, email, etc., pour correspondre à mon compte GitHub. Il arrive souvent que lorsque je reviens pour effectuer un commit sur le dépôt d'entreprise, j'oublie que je suis en mode open source, ce qui entraîne l'enregistrement de mes configs open source dans l'historique de Bitbucket, etc. Donc la question est, comment je peux m'en sortir? Comment gérez-vous ce genre de situation? Et voilà, si on a des tips vis-à-vis de ça. Alors, Ah, pardon, j'étais mute. ah oui, ok, je me Il suis y dit, a... y a Donc moi personne. j'en ai un qui est pas parfait, mais qui est pas loin. Donc là, ta configuration, je sais pas si tu as édité le fichier toi-même ou tu as utilisé les lignes de commande Git ou une interface utilisateur, mais elle est dans Home, enfin dans ton répertoire par défaut, slash .git config ou un truc comme ça. .git/config. .git/config. Ok. Donc ça, c'est le truc par défaut. Mais en fait, tu peux le redéfinir par repository. Et donc, si tu vas sur, pareil, .git, donc à la racine de ton repo git, .git/config, tu as un fichier. Et les lignes de commande te permettent d'éditer non seulement la valeur commune sur toute ta machine, mais par repository. Ce qui fait que quand tu vas rentrer dans ce repository, tu vas pouvoir surcharger certaines valeurs. Et moi, je fais exactement ce que tu cherches à faire, Morgan. C'est-à-dire que j'ai mon user avec mon nom et surtout mon email, voire même ma clé de signature, qui est différente, en fait, en fonction de un repository versus un autre. Donc c'est comme ça que je fais. Là où je dis que c'est pas parfait, c'est que faut bien le configurer à chaque fois. Au début, faut pas l'oublier. Sinon, effectivement, on se fait 3, 4, 5 commits. On dit ah non, merde, faut que je revienne tout en arrière, je fasse du push force. Donc c'est pas cool. Donc je sais pas si vous avez d'autres petits tips au-dessus de ça. Bah, moi, je fais pas comme ça. Ah ouais. Je fais pas du tout Donc toi, comme tu ça. travailles que pour ta boîte, donc c'est pour ça. Et alors, c'est pas faux de nos jours. Quoique, non, si, il y a quand même quelques trucs. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais bref, non, je fais pas comme ça. Dans la problématique, donc ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on peut le configurer au global, on peut le configurer au niveau du repo. Mais en fait, moi, ce que je fais, c'est au niveau du répertoire. Il y a la possibilité dans Git d'avoir des includes dans le fichier global git config et on peut lui dire que si il est dans tel répertoire de la machine, alors il va importer, il va lire un git config qui est un autre. Et donc ça permet de se dire, par exemple, j'ai mon répertoire, moi c'est workspace /dev et donc par exemple Doctolib, ou dans lequel, par défaut j'ai mes credentials Doctolib, mais j'ai aussi un /dev perso
dans lequel où j'ai mes projets, on va dire open source, on va dire avec ma signature Apache. Et donc, je positionne mes checkouts dans différents répertoires. Ces répertoires dans ma config sont configurés pour avoir différents settings. Et ce qui fait que automatiquement, si je place mon repo Git dans le bon répertoire, et j'ai soit du Doctolib comme signature, soit du perso, etc., etc. Et en fait, on en avait parlé dans les cascodeurs il y a quelques mois. Il faudra retrouver le lien, mais on avait parlé de cette configuration Git qui permet de le faire au niveau d'un répertoire principal et non pas au niveau de chaque repo. Donc ça t'évite au lieu de J'ai effectivement. une question du coup. Est-ce Ouais. que il regarde le répertoire avec tous les parents? Il regarde. Non, non. Alors le répertoire lui-même, c'est dans la guide config. Tu vas lui dire que dans, par exemple, Emmanuel, mes projets perso, tu utilises ce fichier de config là. Donc Ouais, c'est tu pas vas en faire un fonction de. include. Voilà, tu fais un include. Donc c'est vraiment dans ton config global, tu mets tous tes trucs par défaut. Ensuite, tu fais si je suis dans le répertoire machin, tu includes cet autre fichier de config où là tu vas mettre ta clé, ton machin manu perso, manu machin. Si par contre là je suis dans mon répertoire Red Hat, ah non, alors là c'est la config manu Red Hat et donc là j'ai ma clé, mon machin, etc. Donc en fait c'est comme Ouais. ça que tu vas définir. Donc ça t'oblige à hardcoder, c'est pas dynamique, donc tu es obligé de dire j'ai mon répertoire perso, mon répertoire Red Hat, enfin bref, Ouais. blablabla, avec dedans des fichiers que donc moi j'appelle dans mon répertoire git config. J'ai mon git config global et j'ai mon git config dash Doctolib, dash perso, etc. Et donc je les inclus en fonction du répertoire que j'ai défini Mais, dans ma mais config du globale. coup, bon, Doctolib, c'est peut-être un mauvais exemple, mais la plupart des Ouais, boîtes ont plus qu'un repo. ouais. Du coup, comment tu fais? Parce que donc dans Arnaud slash pro, il va y avoir Mmh. slash Doctolib front, Doctolib Ouais, front ouais, 2, etc. Et du tout à coup, fait. comment est-ce que eux, ils héritent de Bah, de tout ce que tu as mis dans... parce que ce que je configure dans ma config globale, je lui dis que tout ce qui est dans slash Doctolib, le répertoire de base, doit pointer sur cet répertoire. Donc tous Y les autres compris les sous-répertoires. sous-répertoires, du coup. Ouais. Donc tous les Du coup, lui, il sous-répertoires, dit... tous, Ok, tous les repos ok. Git qui seront sous cet espace-là D'accord. vont Ouais, avoir c'est ma pas mal config ça. Doctolib, etc. Donc voilà, donc je C'est pas vous mal. remettrai le lien dans les show notes. Je vous retrouverai Ouais, le lien de la config adéquate pour les show notes ouais. de Et l'épisode. un autre truc intéressant ou utile pour éviter les petits accidents, c'est que dans le répertoire par défaut, vous ne définissez pas d'utilisateur. Et Bah, je c'est ça. pense que Git, il va râler. Il te fait un warning. Il te fait un warning. En gros, c'est un peu ça l'astuce, c'est d'essayer de, sur ces infos-là, quand vous êtes dans ce mode multi-utilisateur, enfin multi-profil, pardon, c'est plutôt multi-profil, ne mettez rien par défaut, ce qui fait que Git, quand vous avez commité, il va vous dire, hop, 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 Ouais. il me faut un username, il me faut un email. Et puis là, vous allez vous dire, ah oui, merde, Enfin, je rien. suis Vous pas pouvez dans un. mettre tous vos raccourcis, des Voilà, choses tout comme le ça, reste, mais les rien qui est alias, identifiant voilà, c'est voilà, ça. à votre Les identité. alias, les machins, tout ça, vous les mettez en global, la Mm. manière de comment vous faites vos merges, vos machins, tout ça, ça c'est global. Enfin, j'imagine que vous utilisez de la même manière. Et encore, ça peut être différent, enfin, en fonction d'un projet ou d'un type de profil, etc. Mais Mm. après, sur la partie identification, votre email, votre nom et surtout, donc après, les clés de signature, si vous en avez, ce genre de choses, vous les mettez dans des sous-profils dédiés et pas dans le truc de base. Voilà. J'aime bien. Bon, bah, il a la meilleure, Arnaud. Je cède. Ah bah du coup, ce que j'allais dire en fait, parce qu'il y a eu 2 solutions, une, de Ouais. Manu et une autre de Arnaud et je voulais juste dire aux gens, envoyez Arnaud si vous êtes team Arnaud ou Manu si vous êtes, Exactement. préférence, Manu au 333, cascodeur, ou, X sur X et tout et voir qui est la solution, Ouais. quelle est la solution qu'on Huit préfère. euros 45 par SMS. Voilà et sinon, mais sinon c'était, voilà, on est sécurisé avec Okta Trust, donc il y a pas de problème, Ouais. Et pour puis on l'envoi tourne sous d'SMS. CUSP. Donc on va Ouais, imprimer ouais, tous vos plus one. Plus one. ouais et en plus on analyse tout avec, le LLM, Grok, qu'on contribue, Voilà. qu'on aime contribuer. Mais sinon, merci beaucoup. En fait, c'était, moi j'ai appris des choses. C'est pas, j'ai pas ces problèmes-là aujourd'hui, parce que j'ai tout sur GitHub en fait, et j'ai pas d'autres. Ça fait Oui, longtemps mais que j'ai pas d'autres tu... repos, D'accord. hein? Alors, mais Ouais, en ça fait fait, parce que tu es probablement d'un monde où toi tu dis, bah moi je suis... je vais pas donner ton adresse perso, mais je suis katia@gmail.com et je le suis partout et tout va bien se passer.
Sauf que moi et sûrement Arnaud, on a 25 emails et on a des identités pour un projet, des identités pour un autre. Donc on n'a Ouais, pas j'en les ai mêmes. deux, j'en ai deux, j'en ai deux. J'ai Ah, tu pas, moi, vois. je suis pas Katia Caresti Apache, Caresti Hibernate et Caresti Voilà, c'est ça. Finispan. T'as pas des J'ai juste, vanity. ouais, je n'ai que deux. Du coup, j'ai pas ces problèmes. Mais du coup, ouais, mais c'est cool d'apprendre toujours sur Git. Et Ouais. donc, Morgan, j'espère que tu es content avec cette réponse. Et puis, bah, du Alors coup, je Morgane, profite. attends, Morgane. Donc là, tu Ah as oui, appris quelque chose. Tu as appris deux options. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire un blog. Et tu vas nous envoyer le lien. Et on parlera du blog, donc de la rétrospective que tu as fait de cette information. Et tu vas aller devoir probablement rechercher un peu plus dans les configs spécifiques, le guide config et les paramètres spécifiques. Mais voilà, ça serait rigolo de faire ça. Donc ça, c'est voilà, propager ce que t'as tu as tout. appris et partager. Ouais. Et bah sinon, du coup, toujours sur les cascodeurs, sur le site Ask Me Anything, il y a le Ouais, lien pour les formulaires pour nous envoyer des questions. Et du coup, ouais, on a déjà quand même un petit pôle de questions hein, ouais. dans le, dans la sous-caméra, mais on a traité. Parfois, on pourrait traiter même deux questions si jamais il y en a deux sujets qui sont équivalents ou si on a un peu moins de news, ce qui est toujours pas le cas. Il y en a une qu'on a vraiment Voilà. envie de traiter, mais on aimerait bien qu'il y ait vraiment du monde autour Oui, de l'inner sourcing. Voilà. Mais donc oui, ça va arriver. exactement. C'est ça, c'était le sujet. J'ai confondu avec Mm, celui mm, mm. D'ailleurs, peut-être que Morgan, depuis, il a trouvé une troisième solution qui est meilleure que la vôtre. C'est Bah ouais, un, il est passé c'est un sur SVN. scénario possible. Parce que si on a posé la question, jusqu'on a répondu, il y a quand même 6 mois qui sont passés. Donc, Ouais, désolé. euh, peut-être que Morgan, il va dire, bah, écoutez, Simer, je me suis déjà. C'est vrai. Mais sinon, oui, bah, c'est toujours, non, mais c'est toujours une question. Si Morgan s'est posé cette question-là, ça veut dire que beaucoup de gens se l'ont posé à un moment donné, donc c'est toujours Absolument. intéressant de le traiter. Absolument. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. On est vers la Merci fin, d'avoir là, été c'est avec ça? nous. Ouais, c'est la fin. Bon, il y a les Ouais. conférences que vous pouvez aller voir dans les show notes. Mais bon, sinon, nous, Ah on a oui, fini. Arnaud, donc le Call for Papers alors de Devox. T'es curieuse. Alors, déjà, il y a déjà plein de profils de speakers qui sont créés dessus, alors que j'ai même pas donné l'URL. Bon, après, elle est pas compliquée à deviner. Mais effectivement, il ouvre le 25 novembre, donc le lundi dans 2 semaines. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que les prochains podcasts, il sera déjà ouvert, mais entre-temps, ça va ouvrir. C'est ça. Voilà. Mais c'est les prochaines news, il sera déjà ouvert et ça restera ouvert jusqu'au le 12 janvier. Voilà. Dimanche 12 janvier, minuit. On ferme les vannes. Donc voilà. Ça Bueno. restera ouvert. Et merci à mes camarades d'avoir joué le jeu d'explorer la vidéo et d'explorer le streaming, même si on a streamé à 0 personne. Et donc, on va voir, on va le regarder nous, puis on va voir ce que ça donne. Et éventuellement, on partage, éventuellement, on partage pas, on verra. Ouais, Mais alors, et puis si vous avez des petits... Ouais, si vas-y, jamais vas-y. c'est publié, est-ce qu'on voit mon tondoir derrière? On le voit pas tout le temps. Pas tout le temps. Quand tu parles toute Ouais, bah, seule. j'aimerais Quand tu parles clarifier toute que seule. moi, je fais du TDD, Ouais, c'est-à-dire je fais du tondoir driven development. Ok? voilà. Donc, c'est vraiment mon pair programming, ça se fait comme ça. Donc, voilà, juste. Donc, il faut que tu colles un truc. Dès que ton test il passe vert, tu peux aller étendre 3 pièces de linge et après tu repars. Les joies du télétravail. Voilà. Voilà, merci de nous avoir suivis et puis à la prochaine fois et puis un bisou aux 2 cascodeurs qui n'ont pas pu être là Ouais. aujourd'hui avec nous. Voilà. Ciao, ciao. Ciao. Bonne journée. Voilà, du coup, vous allez devoir vous taper tout l'enregistrement. Vous, là. Ça, Le c'est thème enregistré. musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com. podcastthemes.com.
Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. www.touilleur-express.fr. Ça a l'air d'être fait côté Zencaster. Je sais pas tout ce qu'il a fait. Ouais, Zencaster, ça a bien publié le